Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 68. Moi c'est Plaque, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu Thiergo ? Bah écoute, ça va très bien. Bye week, pas de défaite cette semaine, mais pas de victoire non plus. Bon, on patiente. Ouais. J'ai pu enfin manger devant la NFL sans boule au ventre, sans avoir envie de vomir, en n'étant pas stressé, c'était parfait. Nous avons un invité aujourd'hui, il s'agit de Niti. Salut Niti, comment ça va ? Salut Plaque, salut Thiago, bonjour à tous, ça va très bien. Ouais, c'est vrai, pas eu de week-end côté Giants, mais j'ai apprécié quand même ce week-end de foot américain. Ouais, et bah tu sais qu'en fait je me rends compte que j'ai regardé une mi-temps puis je me suis dit ouais bon en fait je m'en fous, les autres équipes ça m'intéresse pas, j'ai arrêté. J'ai regardé qu'une mi-temps. Est-ce que tu peux Niti te présenter rapidement, on se connaît de Touchdown Actu. Est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que tu fais là-bas pour que les gens te situent un petit peu ? Alors moi sur Touchdown Actu, je suis la personne qui écrit les articles du dimanche à 13h sur la NCAA. Et donc je suis les joueurs qui sont éligibles à la draft NFL 2023. Je ne couvre pas les matchs NCAA, il y a beaucoup de gens qui font ça très bien, hein, comme de Trick Play ou encore de Blue Pennant, hein, de mon collègue Grégory Richard que je salue. Et puis donc moi je fais une revue des performances des joueurs NFL, les joueurs qui ont performé, les joueurs qui ont déçu. Et voilà, donc tout ça pour préparer la draft NFL 2023 qui aura lieu donc en avril prochain. Et la draft, ça se prépare tout de suite et non pas donc en avril quand l'échéance va arriver. Ouais, alors t'as des gens qui préparent la draft d'ailleurs alors que la saison est même pas commencée, tu vois, ils se disent bon bah voilà mon équipe va être pourrie, ou alors après un match et ils ont pris 40-0, bon on va commencer à faire des petites mock drafts. Et t'es fan de quelle équipe, dis-nous, juste pour qu'on sache ? Je pense que je suis fan du podcast en fait auquel j'y suis, donc fan des New York Giants. Donc, parce que ça arrivait qu'on ait des invités qui soient pas du tout fans des Giants, donc c'est pour ça que c'est cool d'avoir quelqu'un qui suit l'équipe et qui connaît. Donc cette émission va être divisée en deux parties. On va d'abord faire un bilan de la saison jusque-là, c'est la bye week, c'est un peu le rituel. On a fait ça sur tous les podcasts à chaque fois qu'on était en bye week. Et puis on en profitera pour anticiper un peu les besoins, parce que c'est, je pense, assez facile à mi-saison de se dire là on a des trous dans l'effectif, c'est-à-dire un peu partout. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, et donc Niti tu vas pouvoir nous donner ton avis sur les quelques postes clés et quel joueur pourrait être intéressant d'aller chercher sur cette draft là. Et bien évidemment comme à chaque fois qu'on parle de draft, ça se passe jamais comme on avait anticipé, donc voilà, ça va être sympa d'en parler. On va commencer par un bilan de la saison, et j'ai envie avant qu'on parle Thiergo, on va demander son avis à Niti, comme ça on a un avis extérieur, les gens savent déjà ce qu'on pense tous les deux des Giants, si ça te va. Et puis voilà, Niti, dis-nous toi ce que tu penses des Giants jusque là. Je rappelle, on est à 6 victoires, 2 défaites. Comment tu vois la saison ? Est-ce que c'est mérité ? Quels sont les points forts, les points faibles ? Voilà, dis-nous ce que toi tu penses un peu. Je vais déjà résumer un peu la saison, hein, parce que 6 victoires de défaites, pour être honnête, c'est un peu inespéré pour moi. Je t'avoue qu'avant le début de la saison, j'étais hyper pessimiste, hein. J'avais même le bilan inverse, victoire 6 défaites. Et pour te dire, même, je voyais une victoire contre les Seahawks de Seattle, un match qu'on a perdu. Donc, lors de la première partie. Ok, donc ils ont fait complètement l'inverse de ce que tu avais imaginé. Exactement, on gagne les matchs voilà. Ouais. Exactement. Mais sinon, c'est vrai que le coaching staff est notre force aujourd'hui, parce que Brian Daboll s'avère être un excellent head coach, en tout cas pour cette équipe. Et on mise sur nos points forts, le jeu au sol en attaque, la défense aérienne en défense. Donc du côté des points faibles, évidemment toujours, hein, c'est la défense contre la course. Hein, on a beaucoup de mal sur cette partie-là, dans cette première partie de saison. L'attaque aérienne a toujours du mal, mais ça c'est connu. Donc vous l'avez déjà dit plusieurs fois dans les précédents podcasts. Donc voilà, il faut effectivement trouver de l'aide à Daniel Jones. Ça a déjà été fait via la draft sur la ligne offensive et aussi via la free agency. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est des playmakers. On a déjà un avec notre quarterback Daniel Jones et notre running back Saquon Barkley. Il suffit d'en ajouter quelques-uns. Voilà, parce que offensivement, on gagne des matchs grâce à notre défense, mais aussi grâce à notre attaque, hein, grâce à notre jeu au sol. Hein, il faut pas l'oublier ça. Donc voilà, il y a des matchs qu'on a remportés que vraiment c'était peut-être du miracle, mais franchement c'est pour moi finalement dû à notre combativité, à notre mental.
Et c'est aussi grâce, et je l'ai déjà dit et je le répéterai, grâce au coaching staff, Dan Martinel fait un excellent boulot en défense et Mike Kafka fait des appels de jeu parfois assez inspirés. Donc que ça continue, voilà, pour la suite et on espère faire les playoffs en tout cas. Voilà, maintenant après ce début de saison, on espère. Et globalement, la saison pour moi, là, à la bye week, elle est déjà réussie. Ouais, c'est vrai, on a redit avec Thiergo qu'on avait déjà fait plus de victoires que l'an dernier. Gauthier, est-ce que tu es d'accord avec ce qui s'est dit? Alors c'est difficile de ne pas être d'accord. D'ailleurs c'est difficile de rajouter quelque chose puisque c'était très complet. Ce qu'on peut dire, c'est si à la limite si on se concentre un peu plus sur les individus, on a eu quelques bonnes surprises avec justement le retour de Saquon Barkley. On était un peu déçus ces dernières années de Saquon Barkley. Il était souvent blessé. Il y avait des gens qui disaient que bon, il dansait un peu trop derrière la ligne d'engagement. Et là, il nous a fait cette année des plays absolument monstrueux. Et on a d'autres joueurs aussi côté défensif qui sont vraiment sortis du lot. Je pense notamment à Dexter Lawrence qui certes n'est pas le leader défensif puisque notre véritable leader défensif c'est Xavier McKinney, dont on parlera peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas en termes de performance, le joueur le plus performant côté défensif pour moi ça reste Dexter Lawrence, avec derrière lui aussi Julian Love qui a énormément contribué et qui semble être bien utilisé dans la défense de Wink Martindale. Donc voilà, je pense que personne ne s'attendait à ce qu'on soit 6-2. Je sais pas si je m'attendais à 2-6 non plus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on compte bien là sur le reste du calendrier. On en avait discuté lors du dernier podcast. Je pense qu'il y a au moins 2 victoires qui se trouvent facilement. Non, d'ailleurs 3 victoires qui se trouvent facilement. Alors en disant ça, c'est le coup justement à ce que ça nous revienne dans la gueule parce qu'on se voit trop beau. Ah, c'est sûr. Voilà, tellement sûr. Mais si on regarde Texans, Lions et Commanders 2 fois, c'est 3-4 victoires. Voilà. Et t'as les Colts. Les Colts viennent de virer leur head coach. Ils ont fait un match tout pourri. Ils ont changé leur QB. C'est vrai que les Colts sont. Ouais, les Colts, j'avais oublié les Colts. Et d'ailleurs, les Colts m'ont beaucoup surpris, juste pour la petite parenthèse, puisqu'ils ont décidé d'embaucher Jeff Saturday, leur centre qui jouait avec Peyton Manning il y a une éternité. Moi la première chose que je suis allé voir, je me suis dit tiens, Jeff Saturday, je savais pas qu'il était dans leur coaching staff parce que je m'attendais à ce qu'il soit coach de la O-line ou quelque chose comme ça. Non, pas du tout. Il n'était pas du tout coach NFL. On le lance intérim head coach comme ça. Enfin, ça va être intéressant à voir. Mais il est sorti d'où? Il faisait quoi? Il vient de nulle part et ils le mettent intérim head coach. Mais apparemment, il était en train de coacher. Alors, je sais pas si c'était une high school ou une petite université, mais il n'a pas d'expérience de coaching en NFL en tout cas. Ça, c'est sûr. Bon, et bah très bien. Et bah c'est cool pour nous de rencontrer une équipe comme ça. Ça va nous donner encore un peu plus de chance. Alors là, oui, on est à 6-2. Le match contre les Texans, alors les Texans ont fait quand même un match pas trop dégueu contre les Eagles. Moi je m'attendais à une tôle absolue et finalement ils ont tenu jusque dans le dernier quart-temps, notamment grâce à leur très bon jeu de course où c'est là où ils ont réussi à profiter un peu des faiblesses des Eagles qui ont un jeu de... Enfin leur faiblesse en défense c'est pas la passe, c'est clairement la course. Donc voilà, je pense quand même qu'on devrait gagner. Si on reprend la saison, on a match dimanche avec 2 victoires là pour commencer et qu'on est à 8-2, là je pense que des équipes à 8-2, le pourcentage de chance de faire les playoffs, il doit être pas loin des 100% à mon avis. Donc bon, ça veut pas dire qu'on va gagner, en NFL il peut tout se passer. Tu joues contre des équipes qui sont supposées être moins fortes ou que tu es censé pouvoir battre. Bah, ça se passe pas forcément comme tu le prévois, et d'ailleurs bah, Nitti tu le disais, c'était pas les matchs que tu avais anticipés, qu'on devait gagner, qu'on a finalement gagné, donc voilà, ça montre bien qu'il y a toujours de l'aléatoire, mais je pense qu'on a rapidement moyen d'arriver à 8 victoires et aller en playoff, même si au final ça va être peut-être 3 équipes de NFCS qui pourraient aller en playoff, ce serait assez ouf, alors qu'on était appelé quand même la NFC List pendant longtemps et qu'on était la conférence qui faisait pitié, la division ou conférence, putain c'est incroyable, la division qui fait pitié. Ouais. Bah oui, c'est comme quoi ça peut changer très très vite en NFL.
et c'est aussi ce qui fait la beauté de ce sport, c'est que les plus nuls ne restent jamais les plus nuls très longtemps. Enfin, si, il peut y avoir des périodes difficiles, hein, comme on l'a connu avec les Giants, mais le système de la draft, notamment, et du salary cap, contribue au fait qu'il y a forcément, il n'y a pas d'accumulation de talent en un seul endroit. Tu peux pas faire de Real Madrid en NFL et PSG en ce moment. Voilà, oui, sauf que le PSG ils arrivent à rien gagner. Tu peux pas avoir Neymar, Messi, on dérive. Et Mbappé dans la même équipe. Non, mais bon, on voilà. est pas là pour insulter le PSG, ça va pas me faire rigoler très longtemps. Non, mais voilà, blague à part, en tout cas, c'est sûr que on a une équipe qui est vachement jeune, avec un noyau de jeunes joueurs qui sont ultra intéressants, et on a même découvert, on n'en a pas parlé, mais des petites pépites de fin de draft comme Daniel Bellinger, qui était au 4e tour. Alors pas de chance, Daniel Bellinger, la seule chose qu'il a arrêté c'est une blessure à l'œil, mais voilà, donc c'est ça, et c'est le thème d'ailleurs de ce podcast de mi-saison, c'est parler un peu de draft et savoir qu'est-ce qu'on peut trouver soit au premier tour, soit dans les tréfonds de la draft. Ça peut être une discussion très intéressante à avoir à la mi-saison. Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Avant qu'on parle de la draft, moi je voulais quand même, tu disais on a une équipe très jeune, on a aussi une équipe très blessée. On fait partie des équipes, j'ai vu les stats là, des équipes les plus blessées de NFL, donc forcément déjà que notre effectif, on est obligé on l'a dit, de toujours être à la limite quand on gagne des matchs. On n'a pas de 20 points d'avance ou 30 points d'avance, et on est toujours un peu limite. Donc forcément quand tu as des blessés, ça aide pas, loin de là. On a Bellinger devrait revenir quand même. Juste là pour en parler rapidement, là, si on essaie d'envisager un peu quels sont les joueurs qui sont susceptibles de revenir là, après cette bye week, puisque là on a eu 2 semaines pour se reposer. Saquon Barkley aura peut-être remis un peu son épaule, Daniel Jones aura peut-être remis un peu sa main qui n'arrivait pas à cicatriser. Je sais pas si vous avez vu, mais il s'était blessé contre, je crois, à Londres, et tous les matchs au bout de 3 actions ça se remettait à saigner sur sa main, donc bon, ça il va peut-être pouvoir enfin s'en sortir. On n'a pas eu d'acquisition avant la deadline, mais peut-être que finalement c'est le retour de nos joueurs blessés qui va être important en IT. Là, si tu dois parler juste un petit peu rapidement des joueurs qui vont revenir. Bah en fait là, alors il y a Evan Neal aussi, je crois, qu'il me semble, tout à fait. Qui va revenir. Evan Neal directement là, il revient tout de suite? Ce serait fou ça. Ouais, pense qu'il revient, en tout cas normalement il revient après la bye week, hein. Il n'était pas sur la liste des blessés, mais normalement il reviendrait après la bye week, à moins que je me trompe. Je t'avoue que j'ai pas fait un point après sur le reste des blessés. Alors Daniel Bellinger, je crois que c'est d'ici 2-3 semaines, non? C'est ça? Ouais. Je suis pas bien sûr, mais c'est vrai que Bellinger, en tout cas l'équipe a dit, bon, il a été opéré et sa vision n'est pas affectée, mais il est absent quelques semaines. Des joueurs qu'on a eu absents justement ces derniers matchs, on pense à Ben Bredeson qui s'était blessé au genou, Aaron Robinson avec Cordell Flott, 2 corners qui étaient blessés, hein. Oui, Aaron Robinson, mais il apparaît plus justement dans le l'injury report, en tout cas sur ouais. Okay. Alors sinon moi j'ai Aziz Ojulari également, qui est peut-être sur le retour, ça fera plaisir. Lui là ça fera très plaisir, parce que en fait c'est la pièce manquante de la ligne défensive, clairement, parce qu'on a Leonard Williams, Dexter Lawrence, comme l'a dit Thiago, et Kevin Thibodeau, et il manque donc juste ce joueur là, et puis après là on est une défensive complète. Et j'ai un nom que t'as pas dit, Ocean Jiménez, les gars, un mec dont on comptait plus du tout sur lui, et il fait un super début de saison jusqu'à ce qu'il se blesse. Jiménez, c'est celui qui fait le sac victorieux sur Aaron Rodgers à Londres. C'est un joueur, à mon avis, il faut compter sur lui, et dans la rotation il est quand même vachement intéressant. Ouais. Alors Ojulari et Robinson sont actuellement en injured reserve. Alors ils ont été mis vers la fin octobre. J'ai toujours pas appris les nouvelles règles de l'injured reserve, mais ce qui est sûr, c'est que Ojulari il a été placé en injured reserve le 22 octobre. Donc il devrait revenir au bout d'un petit moment. En fait, maintenant l'injured reserve, c'est pas comme avant où quand tu étais sur l'IR, tu revenais plus du tout de la saison. Là maintenant, au bout de avec les saisons qui se sont rallongées, alors, c'est au bout de 4 matchs. Voilà, c'est bien ce qui me semblait que c'était. Donc ça veut dire que Ojulari on l'a pas avant fin novembre,
Et Aaron Robinson, il y est depuis le 4 octobre, donc ça voudrait dire que normalement il pourrait revenir début novembre cette semaine. Ouais. Voilà, donc après, quand tu sors de la liste des blessés, tu as 21 jours pour activer le joueur dans ton effectif actif. Parce que en fait, ton effectif actif doit avoir 53 joueurs donc pour jouer un match. Et donc, Aaron Robinson, là, le cornerback, ça ferait plaisir de le voir. Il y a aussi Cordell Flott qui était, il me semble, sur la liste des blessés également. Je sais pas où il en est sur cette liste. Je sais pas s'il y est encore. Donc, là aussi, j'ai des doutes là-dessus. Ouais, il y a quand même pas mal de blessés et ça fait quand même du monde. Ouais, ça fait du monde. Elerson Smith, le edge rusher, a été réactivé. On l'avait pas beaucoup vu, il avait été drafté l'année dernière. Mais il était revenu sur le dernier match, non ? Je me souviens plus. Peut-être pas. Non. Tu penses peut-être plutôt à McFadden qui avait fait un sac, non ? Enfin, j'ai pas souvenir d'avoir vu. Non, je sais plus, il me semblait avoir entendu ça, mais je l'ai pas vu sur le terrain spécialement. Il me semblait avoir entendu dans un podcast qui disait qu'il était réactivé. De toute façon, là, franchement, malheureusement pour lui, mais entre Thibodeau, Ojulari, alors oui, il est blessé, mais Thibodeau, Ojulari, on a aussi, comment il s'appelle J. Edward, qui est très très intéressant depuis le début de la saison, hein. Il donne beaucoup d'énergie dans cette défense et à chaque fois il fait partie des leaders vraiment de cette défense, alors que c'est un mec pris un peu au hasard et qu'on n'attendait pas spécialement, enfin pas au hasard clairement, mais pour nous c'est vraiment pas un joueur qu'on attendait et qui fait du bon taf. Donc là j'ai l'impression que sur les extérieurs il y a du monde et pour Elerson Smith ça va être un peu compliqué de se faire une place. Ouais. On n'a pas parlé de Kenny Golladay qui est toujours sur le banc, qui ne fait pas grand chose. Et qui pourrait. Est-ce que. Tiens, Go, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que Kenny Golladay pourrait pas être notre acquisition de bye week qui pourrait un peu nous rebooster cette attaque en se disant que là, allez, ça y est, il va se passer quelque chose, il est motivé, il voit que l'équipe gagne, il a envie de faire quelque chose. C'est rien. En fait, c'est un peu terrible de regarder Golladay comme une acquisition de bye week, sachant qu'il est déjà signé à un contrat de, je sais plus, c'est 72 ou 73 millions de dollars sur 4 ou 5 ans. Avant que tu te connectes, Niti, on avait une discussion sur ce que ça nous coûterait en dead money de couper Kenny Golladay l'année prochaine. Et en fait, au final, Kenny Golladay, si tu regardes sa contribution aux Giants, c'était comme si on avait de la dead money depuis qu'il est arrivé, puisque c'est un cadavre, il ne fait pas grand-chose sur le terrain. Je suis totalement d'accord. Voilà. Alors maintenant, tout ce que j'espère, c'est que oui, ils se disent, ouais, on est dans une bonne dynamique, l'équipe gagne, Daniel Jones joue bien, il manque un alpha receveur dans cette équipe. Clairement, parce que malgré tout le talent de Wan'Dale Robinson et puis le talent relatif des autres joueurs derrière comme Darius Slayton, comme David Sills et compagnie. Darius Slayton est pour l'instant notre meilleur receveur en termes de yards avec 232. Hein. Ouais, voilà, mais c'est assez malheureux de se dire qu'au bout de 8 semaines, il n'a que 232 yards. Je crois qu'il y a déjà des receveurs qui ont dépassé les 1000 yards depuis belle lurette. Mais oui, si la place elle est là pour Kenny Golladay. On demande qu'est-ce qu'il la prenne et il faut aussi que il se remette de sa blessure au genou. Donc il est blessé depuis début octobre quand même. Est-ce que tu y crois, toi, que Golladay puisse faire quelque chose en deuxième partie de saison ? On espère tous, mais je parle pas pour moi en plus, je parle même pour tous les fans des Giants que Kenny Golladay justifiera enfin son contrat. Comme disait Thiago, un gros contrat quand même, 4 ans, 18 millions de dollars par an. Ça fait cher le contrat et même parfois les apparitions de match et voire même les réceptions. Donc oui, il a intérêt à être au niveau en tout cas de l'équipe, mais après avoir tradé Kadarius Toney, nous de notre côté, Kenny Golladay est l'autre déception dans ce corps de receveurs. Lui, je lui donne effectivement c'est sa dernière chance pour moi, parce que si il ne brille pas lors de ces 2 derniers mois avec les Giants, pour moi il est coupé. Il est coupé par Joe Shane
Et on gagne 7 millions, même si Thiergo regardait tout à l'heure, ça nous fait combien 14 millions de dead money, mais on économise 7 millions. Donc, de toute façon, pour un mec qui produit pas, voilà, tant qu'à faire, tu t'en débarrasses, quoi. Oui. Bah non seulement il produit pas, et il est dans la trentaine. Donc, et les receveurs à 30 ans. Ouais, ça produit plus grand chose. Julio Jones, à part. Hopkins, Hopkins, voilà, qui est bientôt dans la trentaine également. Donc je pense que ça fera cher le contrat, et à mon avis la seule solution, s'il ne brille pas lors de la deuxième partie de saison, c'est de le couper. Je vois pas une autre issue. Un dernier sujet que je voulais évoquer avec vous, et puis après on va passer sur la deuxième partie de l'émission. J'ai quand même senti une belle progression de la O-line. Ça c'est un truc qui était vraiment important, et on l'a dit tellement de fois dans ce podcast. Tant qu'on n'a pas une O-line, de toute façon notre attaque ne sera pas capable de faire quoi que ce soit. Il y a deux choses que je vois. J'ai l'impression que Daniel Jones a un tout petit peu plus de temps pour lancer quand même. Il n'est pas en train de courir pour sa vie à tous les jeux comme ça a été le cas avant, où il avait un tackle gauche tellement horrible, où on s'en sortait pas du tout, et il voyait dans le blindside, il prenait des coups absolument horribles, et c'était très très compliqué pour lui. Enfin, les deux tackles étaient assez dégueulasses aussi. Et Saquon Barkley arrive à courir mieux forcément, puisque on a la 5e meilleure attaque à la course, et surtout il n'est pas plaqué 3 yards derrière la ligne à chaque action. Ça arrive encore parfois, mais globalement c'est quand même mieux. Voilà, est-ce que vous avez un avis ou quelque chose à remarquer sur cette O-line qui globalement a été quand même... Je pense que c'est dû à deux choses, hein. C'est Joe Shane qui a réussi quand même à faire venir quelques joueurs, avec Evan Neal, Glowinski qui a un peu solidifié aussi cette attaque, et notre centre, comment il s'appelle Feliciano, qui s'il n'est pas incroyable fait le taf, et voilà, il est très honnête, plus le coach de cette O-line qui est aussi... bien meilleur, puisqu'en fait on a appris que tout le monde détestait le coach de la O-line de l'an dernier, qui était vraiment horrible. Donc voilà, globalement l'un dans l'autre, on est quand même... Cette O-line elle s'est bien améliorée, et ça aide beaucoup notre jeu. C'est pas étonnant, parce que l'ancien coach des O-line, il est aujourd'hui à Florida, donc c'est une université qui a une sulfureuse réputation, on va dire ça. Et oui, la O-line elle est clairement meilleure cette année, déjà avec les petits ajouts de joueurs expérimentés. Glowinski est un joueur très solide pour la course, hein, on l'a vu avec les Colts d'Indianapolis, il a largement contribué à la belle saison de Jonathan Taylor. John Feliciano connaît très bien le système de Brian Daboll, donc ça c'est deux ajouts très solides. Intelligent, exactement. Et Ezeudu, alors lui c'était un mec drafté donc cette année. Alors je m'y attendais pas à ce qu'il soit drafté au 3e tour, hein. Il était un peu plus bas dans les prévisions, mais il vient de North Carolina, donc c'est une fac qui formait de très bons joueurs de ligne à une belle époque. Et franchement, je suis très surpris par son niveau, car il est peut-être pas physique comme ça, il est pas très costaud quand on le voit physiquement, mais il est étonnamment mobile comme garde, et moi j'aime bien, donc il pourrait être très solide titulaire. Il a joué plus que prévu, puisque on parlait de la blessure de Ben Bredeson. En fait, la blessure de Lemieux, qui a été remplacé par Bredeson, qui a été blessé, qui a été remplacé par Ezeudu sur les dernières rencontres. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose, Thiergo, ou sur Ezeudu, je dirais que justement dès le premier match, il a été jeté dans le bain assez rapidement, et ses premiers snaps en NFL avaient été assez mouvementés, hein. Il avait été un peu malmené, et on avait d'ailleurs noté que sur le touchdown, la longue course de Saquon Barkley, d'ailleurs non, c'était pas un touchdown de Saquon Barkley, mais la longue course de Saquon Barkley contre les Titans, il craquait un peu son bloc, même s'il gênait le défendeur. Donc là on a vu une progression du rookie au fil des semaines, donc ça c'est super. Evan Neal, lui, avait impressionné sur ses premiers matchs contre les Titans et les Cowboys, et puis s'était pris une énorme correction face aux Cowboys, enfin les Titans et les Panthers, et il s'était pris justement une énorme correction face aux Cowboys, notamment avec Dexter Lawrence, qui je crois avait réussi à saquer
Daniel Jones 3 fois. C'était pas Dexter Lawrence qui a saqué Daniel Jones, hein, ça c'est sûr. Non, pardon. C'est DeMarcus Lawrence. Merci. Oui. DeMarcus Lawrence. Bon, tu vois, en même temps, ils ont tous les mêmes noms, ça devient compliqué. Mais DeMarcus Lawrence, oui, parce que Dexter, ça aurait été un peu inquiétant. Et Evan Neal justement avait été interrogé par les journalistes à la fin de ce match en disant j'ai jamais eu un match aussi horrible de ma carrière, il faut que je bosse et tout, et ça s'est vu, il a bossé. Alors il a peut-être pas eu justement des vis-à-vis aussi talentueux que des Marcus Lawrence, encore que il n'a pas eu des guignols non plus. Bon, il est ralenti en ce moment par les blessures, il joue pas, mais nos 2 tacles sont d'une qualité absolument incroyable. Le meilleur étant Andrew Thomas, qui de loin est le meilleur joueur des Giants, tout poste confondu, je pense. Oui, et qui sera All-Pro a priori sans aucun problème s'il continue sur sa lancée, puisqu'il est absolument inarrêtable. Voilà, c'est kudos to Gettleman, hein, pour le coup, qui a réussi à trouver le meilleur O-line qu'on a eu aux Giants depuis 10 ans, donc bon, voilà. Ça c'est cool. Juste pour finir là-dessus, je vous donne quelques chiffres qui vont juste confirmer ce qu'on s'était dit, et ce que nous a présenté Nitti tout à l'heure. À la passe, on est 29e de la NFL avec seulement 159 yards par match, c'est pas terrible, et donc voilà, ça fera une transition sur les questions qu'on va voir sur la prochaine draft. À la course, on est à 161,5, on a plus de yards, dites-vous, à la course par match qu'à la passe, c'est quand même assez fou ça. Donc on a 5e de NFL là-dessus. On met seulement 20,4 points par match, on est 22e de NFL, et on a encaissé seulement 19,6 points. Donc en fait, c'est pas des matchs très spectaculaires, les matchs Giants, c'est des matchs avec peu de points qui tournent autour des 20 points à chaque fois. Et on est 9e, donc là c'est voilà, le boulot de la défense qui, même si elle encaisse beaucoup de yards, eh bien, arrive à provoquer des turnovers et n'encaisser que 19,6 points par match. Voilà, sachant que tiens, j'ai vu des trucs sur la défense des Raiders avec un coordinateur qu'on connaît bien puisque c'est notre ancien coordinateur défensif, et ça a l'air de pas très bien se passer pour eux, donc voilà, c'était juste parce que ils ont parlé de lui dans un podcast et ça m'a fait marrer de repenser à nos anciens coordinateurs. C'était quoi son nom déjà? Alors c'est Patrick Graham, Patrick Graham. Franchement, pourtant c'est pas celui qui est le plus fautif, on va dire, dans la mauvaise saison des Raiders. J'ai vu qu'ils avaient été plusieurs fois devant les Raiders et qu'ils s'étaient fait remonter plusieurs fois aussi, et donc ça forcément c'était la fameuse bend don't break, et ça a pas l'air de forcément ultra bien marcher. Mais bon, bref, c'était juste petite parenthèse, peu importe. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on est à seulement 159 yards à la passe, et je pense que c'est beaucoup dû à nos wide receivers. Et donc ma première question, mon petit Nitti, si tu l'acceptes, quels sont selon toi les joueurs qui pourraient être intéressants d'aller chercher, puisque là on va chercher un wide receiver 1. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Moi, si je devais là à la mi-saison, si je devais dire quel poste on va chercher tout de suite pour l'an prochain avec notre premier tour de draft, je dirais wide receiver. Voilà, ça me paraît une évidence. Maintenant, je sais pas ce que vous en pensez. Nitti, je te laisse présenter quel joueur pourrait être intéressant, et puis Thiergo, je te laisserai rebondir sur ce que toi tu penses pour notre premier tour. Alors on va la faire en mode en 2 parties la réponse. Vas-y. Déjà, la première partie, c'est effectivement avec notre premier tour, qu'est-ce qu'on fait? On va dire la réponse no-brainer, c'est effectivement un receveur. Parce qu'on n'a pas de receveur numéro 1, on n'a limite même pas de receveur numéro 2. Oui, c'est vrai, t'as tout à fait raison, t'as clairement raison. Donc, ça serait pas étonnant, parce que là, on vient de récupérer un 3e tour pour Kadarius Toney. Ouais. Que dans les 3 premiers tours, on mise sur 2 receveurs. Ok. La QV, elle est profonde. Donc, dans la position de receveur. Ouais. Le problème, la QV, elle manque un peu de qualité. Et pourquoi elle manque de qualité? Parce que y a certains dont j'attendais beaucoup, mais soit le système ne le met pas en valeur, soit mauvaise performance, ou soit ils sont blessés. Celui qui me plaît le plus dans cette QV, il est aujourd'hui blessé, c'est Jackson Smith-Njigba de Ohio State. Pourquoi lui? Parce que il présente toutes les caractéristiques que moi, en tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je recherche en tant que receveur. Il a l'arbre de tracé, c'est-à-dire il peut faire des tracés du wide out vers l'intérieur du terrain, donc des tracés slant. Ensuite, du slot vers l'extérieur, pareil, ou des tracés fade. Et surtout, il a les mains. Il est très très bon en catch contesté.
C'est parce qu'il a un physique qui lui sert. Il fait 1m85, je crois, il me semble. Et c'était le meilleur receveur d'Ohio State en 2021, sachant qu'en plus Ohio State avait drafté a vu ces 2 joueurs draftés au premier tour l'année dernière. Garrett Wilson, qui est aujourd'hui chez les Jets, et Chris Olave, qui est aujourd'hui chez les Saints. C'était le meilleur receveur des 3. Et malheureusement, cette année, il est blessé aux ischio. Alors justement, j'allais te demander, est-ce qu'il est, c'est une blessure, est-ce qu'il est coutumier du fait ou est-ce que c'est une blessure un peu aléatoire comme Non, ça il n'est pas coutumier du fait, justement. C'est sa première longue blessure en carrière, justement. Et c'est ça, en fait, qui m'inquiète un peu. C'est vu que la saison, elle est pas finie. Je ne sais pas s'il reviendra. Mais s'il se présente, moi, j'irai vers lui. Ça dépend de ce que Joe Shane et Brian Daboll veulent en faire. Est-ce que ils se disent, ouais, lui, c'est un receveur numéro 1. Est-ce que ta blessure, c'est bon, c'est OK, on va te prendre, etc. En milieu de premier tour, fin de premier tour, je le prendrai. Voilà, j'allais dire, est-ce que c'est plutôt un mec qui va partir dans le top 5 ou est-ce que c'est un mec qui peut être là encore dans la deuxième partie du premier tour? S'il fait une grosse saison, en tout cas, dans la deuxième partie de saison en collège football, et s'il est là, en tout cas, par exemple, imaginons Ohio State se qualifie pour les playoffs, il est présent, il fait un gros match, il part dans le top 15. Ok. Clairement. Mais sinon, on peut l'avoir en milieu, fin de premier tour, mais il sort pas du premier tour pour moi, s'il se présente cette année. Ok. Évidemment. Donc lui, c'est mon préféré. Moi, après, il y a 2 receveurs qui, pour moi, étaient vraiment dans le top du top et qui, on va dire, ont des caractéristiques différentes. Il y en a un qui fait une superbe saison, c'est Jordan Addison de USC. Lui, c'est un receveur type Tyreek Hill, donc c'est un vrai speedster qui a amélioré son arbre de tracé cette année à USC. Donc c'est le meilleur receveur du USC et je pense qu'il a mis 10 touchdowns, je pense, cette saison, je m'en souviens plus. Et en tout cas, c'est un profil qui pourrait convenir pour le gros bras de Daniel Jones, si jamais Brian Daboll veut utiliser ce joueur. Et un autre, c'est Keishon Boutte, qui joue à LSU. Lui, il est grand, il a de superbes mains et il a de la vitesse. Donc en fait, il représente toutes les caractéristiques qu'on recherche dans un receveur numéro 1. Le problème, c'est qu'à LSU, malheureusement, il a un coach à la mentalité défensive qui est Brian Kelly. Et le système ne le met pas en valeur. Donc c'est ce que je disais avant, c'est qu'il y a des receveurs dont le système ne le met pas en valeur. Keishon Boutte en fait partie. Mais ça c'est parfait en fait, du coup. Moi je trouve que c'est les cibles idéales, ces mecs-là finalement qui sont pas mis en valeur et toi tu sais que tu pourras en faire quelque chose. Ça veut dire qu'il potentiellement il va tomber jusqu'à toi alors qu'il a le niveau de partir plus haut, quoi. Clairement. Là je suis totalement d'accord. Donc effectivement la saison universitaire en 2022, c'est pas que ça veut pas dire grand chose, hein, mais ça veut dire que oui, le mec est en confiance, etc. Et quand il se présente à la draft, il aura une très belle place. Mais il faut regarder aussi les qualités alors athlétiques, mais aussi les qualités d'intelligence en tant que receveur, c'est-à-dire les tracés, les mains, les yards après réception. Donc c'est ça en fait qu'il faut aussi regarder. Et Keishon Boutte et Jackson Smith-Njigba en 2021, ils avaient déjà tout ça. Donc voilà pourquoi je mettrai ces 2-là pour moi dans mes tops et Jordan Addison juste après. Donc voilà. Ouais. Et alors moi j'ai regardé une mock draft qui a été préparée pendant un bye week sur bigblueview.com et ils parlent d'un autre receveur. Alors eux ils partent du principe qu'on sera en position 27, donc ça implique qu'on va en playoff et qu'on termine quand même assez haut dans le classement, donc bas dans la draft. Et le joueur auquel ils pensent, c'est un joueur de TCU, Quentin Johnston. T'en penses quoi? Je vais te dire ma vérité, Quentin Johnston. Aujourd'hui, c'est mon préféré. Ah ouais. C'est mon préféré. Pour moi, il me fait rappeler Mike Williams, le joueur des Chargers. Ah oui. Il est grand, il a de bonnes mains, il sait gagner les catchs contestés. Par contre, son souci, c'est qu'il a un arbre de tracé un peu comme Mike Williams, c'est-à-dire que le mec, il ne sait pas ce que c'est qu'un tracé slot, on va dire. Il sait que faire les tracés slant, c'est-à-dire vers l'extérieur, ou les tracés fade. Donc Daniel Jones, s'il veut mettre le ballon bien haut, Quentin Johnston va l'avoir. C'est quasi certain. Je crois qu'il mesure 1m93, 95. C'est pas mal ça. Un receveur, la Psycho Burress, ça j'aime bien.
Voilà, exact. Ouais, c'est vrai. En plus, même des mouvements qui peuvent rappeler Plaxico Burress. Et donc, Quentin Johnston, effectivement, alors en plus, il joue dans une université qui est invaincue. Donc, cette saison, c'est TCU, donc. Une université très surprenante, là, cette saison. Et Quentin Johnston, au début de saison, il n'a pas été mis en valeur, mais depuis, c'est vraiment le receveur numéro 1 de TCU. Alors, il s'est blessé ce week-end, alors je ne sais pas s'il jouera le week-end prochain, mais Quentin Johnston, oui, c'est un excellent receveur. Il a des mouvements qui me fait rappeler parfois Mike Williams, comme je l'ai déjà dit, mais aussi parfois DeAndre Hopkins. Donc, parce qu'il a le même physique et la même. Ce sont des belles comparaisons quand même. Hein. Donc, ouais, c'est clair. Alors, c'est peut-être un peu osé pour DeAndre Hopkins, mais moi, il a quelques flashs quand même de DeAndre Hopkins, mais c'est un premier tour. Ouais. C'est un premier tour pour moi, Quentin Johnston, c'est logique. Le seul problème qu'il a, c'est les yards après réception, en fait. C'est qu'il ne sait pas casser un plaquage, alors que pourtant, il a la masse physique et la capacité pour le faire. Ouais. C'est un peu ça son Moi, défaut. ça me dérange un peu moins, ça. Est-ce qu'il est capable de se démarquer parce que le gros problème qu'on a dans tous nos receveurs, en fait, et ce qui arrive souvent, c'est que Daniel Jones a du temps pour lancer, mais personne n'est démarqué parce que les mecs sont pas capables de courir des tracés propres et de mettre dans le vent comme un Justin Jefferson pourrait le faire, par exemple. Ça nous manque beaucoup. Voilà, donc ça c'est la capacité que j'ai citée des deux receveurs que j'ai cités avant, Jackson Smith-Njigba et Keishon Boutte. Quentin Johnston, lui, il a un peu moins, malheureusement, de cette qualité de séparation. Mais comme je t'ai dit, Plax, il a cette qualité par contre dans les catchs contestés. Mais c'est vrai que pour la séparation, il faut qu'il progresse en NFL s'il veut se faire une place dans le monde professionnel. Ouais. Ok. Est-ce que toi, Thiago, tu es d'accord que c'est le poste qui nous manquerait le plus et quel poste tu mettrais en 1 et 2 en fait, ou 3 dans nos plus gros besoins là, si la saison devait s'arrêter aujourd'hui, il est clair pour moi que le poste de receveur est notre plus gros besoin. Tu l'as dit tout à l'heure, on est 29e de la ligue en yards à la passe, et c'est pas parce que le quarterback est mauvais, c'est au contraire, c'est parce que le quarterback n'a aucune option. Bon nombre de balles ont été droppées, et encore je trouve que c'est pas la saison la plus dégueulasse en termes de drop, mais le plus souvent ce qui se passe c'est que en effet on voit Daniel Jones qui cherche le ballon et qui à défaut d'option soit se fait saquer, soit envoie le ballon en touche, soit utilise ses jambes. Alors généralement il utilise un peu plus ses jambes. Heureusement que lui et Saquon Barkley savent courir, parce que sinon on n'arriverait pas du tout à avancer avec cette équipe. Donc notre premier besoin c'est bien entendu receveur. Après je mettrai en deuxième besoin cornerback, parce que même si on a Adoree Jackson, on manque quand même d'un cornerback 2 qui soit solide. Malheureusement, on l'a dit tout à l'heure, que ce soit Aaron Robinson ou Rodarius Williams, c'est pas des joueurs sur qui on peut compter. On a certes... Là, c'est Fabian Moreau actuellement qui arrive à prendre la place. Ouais, mais combien de temps ça durera? Qui est pas dégueu. Non, il est pas dégueu, mais c'est. Mais je suis d'accord avec toi, on sait pas si ça va durer très longtemps. On sait pas si ça va durer très longtemps, et surtout il faut penser déjà à l'après Adoree Jackson en fait. C'est-à-dire que demain Adoree Jackson part ou demain Adoree Jackson se blesse, on n'a personne pour le remplacer. Donc on manque de profondeur au poste de cornerback. Et puis si je devais mettre un troisième poste en priorité, je dirais encore une fois offensive line, mais plutôt l'intérieur de la ligne offensive. Alors peut-être qu'il y a des joueurs intéressants à prendre, pas forcément au premier tour. Après, tout est une question de quel joueur est disponible au moment où on va choisir, puisqu'il faut faire une bonne association de valeurs et de besoins. Les general managers vont toujours dire on va prendre à chaque fois le meilleur joueur disponible, mais on sait très bien qu'en fait leurs choix sont aussi un peu déterminés par leurs besoins. Mais ça me ferait aussi plaisir de voir les Giants drafter un centre ou un guard pour renforcer un peu le milieu de cette ligne offensive qui a déjà 2 tacles excellents. Ouais, alors moi j'ai plus l'impression qu'on irait les chercher dans les joueurs déjà NFL sur l'intersaison et pas forcément à la draft. Voilà, prendre plutôt quelqu'un d'un peu plus vétéran. On a déjà, j'ai l'impression qu'elle est déjà jeune notre ligne offensive, j'ai l'impression. Et moi le poste auquel je pensais c'était inside linebacker, puisque T. Crowder il est mignon, mais bon, c'est pas l'assurance tout risque. Je rappelle qu'on a perdu Blake Martinez qui est parti chez les Raiders.
On a, comment il s'appelle, l'ancien linebacker des Cowboys qui est Jalen Smith. Pas non plus incroyable, Jalen Smith. J'ai l'impression que moi j'irais plus sur un inside linebacker que sur un O-line si je devais prendre un deuxième tour par exemple. Je sais pas ce que t'en penses, Niti, toi en deuxième là, si tu te dis que le receveur, on est tous d'accord pour dire que c'est le choix numéro 1. En deuxième, toi tu tirais plus vers quoi comme besoin absolu? Bon, ce qui est sûr, effectivement, c'est que c'est un no-brainer pour receveur en numéro 1, car c'est ce qu'on appelle des playmakers, effectivement. Là, au deuxième, troisième tour, il faut plus trouver, enfin moi c'est mon avis, hein, c'est des joueurs de complément et des joueurs qui potentiellement peuvent être des playmakers. Effectivement, linebacker, comme tu as cité, Tay Crowder, on a Austin Calitro, on a Micah McFadden. Calitro il joue même plus, Calitro faut oublier, c'est mort, ça donnera jamais rien. Ouais, donc voilà, donc il faut non mais Calitro, il a été récupéré parce qu'il a fait un dernier bon match de pré-saison et voilà, il a joué 4 snaps, ils ont dit bon OK, on a compris, c'est bon, allez hop, tu dégages. Donc voilà. on a aussi Micah McFadden qui est très bon, hein. C'est vrai, Indiana, c'est une bonne pioche, j'ai trouvé. En plus c'est au 5e tour, donc on n'attend pas grand chose finalement d'un 5e tour. Et il fait le travail. Et avant que tu continues, on a oublié qu'on a un joueur qui s'est fait les croisés, qui était comment il s'appelle, le monstre qui mesure 2m80 là, qu'on a récupéré avec notre 7e tour. Oui, c'est Darian Beavers, voilà, le joueur de Cincinnati, qui lui joue plus outside linebacker que middle linebacker. Ouais, donc autant pour moi. Je te laisse continuer. Mais après il peut jouer middle linebacker, hein, donc voilà, il manque un peu de vitesse lui, mais quand on l'a drafté 6e tour, c'était vraiment un style, hein, parce que le mec était plutôt projeté 3e, 4e tour, donc franchement c'était super style, le mec il a beaucoup joué en plus, c'est cool. Ouais, c'est ça. Malheureusement. Non, vas-y, je te laisse continuer, vas-y. Pour les linebackers, en fait, effectivement, alors moi je vais vous décevoir, messieurs, mais pour moi c'est la position la moins qualitative et c'est même celle qui manque de profondeur. Mais il y a des joueurs que j'aime bien, hein, dans cette cuvée, hein. Mais effectivement, allez, un 3e tour max, hein, pour un linebacker, mais pas 2e tour non plus. 2e tour, je pense que je serais du même avis que Thiago, plutôt prendre un cornerback parce que la cuvée de cornerback elle est plutôt pas mal cette saison. Donc linebacker, je dirais plutôt 3e tour. Il y a de très bons linebackers effectivement que des équipes peuvent prendre au 2e tour, voire 3e tour. Mais au 1er tour, cette position elle est devenue hyper dévalorisée au fil des années. Et je crois qu'il y a eu 2 linebackers seulement draftés l'année dernière au 1er tour en 2022. C'était Quay Walker chez les Packers et Devin Lloyd chez les Jaguars qui fait une super qui est très bon, ouais, c'est vrai. Ce joueur-là. Et là, cette saison, en fait, moi j'en avais 2 qui sortaient du lot pour vraiment des premiers tours. C'est Noah Sewell d'Oregon et Trenton Simpson de Clemson. Le problème de ces 2-là, ce n'est pas le linebacker parfait. Le linebacker parfait pour moi, c'est quoi? C'est un mec bon contre la course, évidemment, pour savoir plaquer. Et un mec qui est très bon en couverture, pour suivre les tie-ends, pour suivre les petits receveurs. Il y en a pas beaucoup des mecs comme ça, hein, qui savent tout faire. Voilà, exactement. Un peu, un mec à la Fred Warner ou un mec à la Micah Parsons. J'allais dire ça. C'est le dernier. Ça me fait mal au cœur, dis pas ça. Et il y a pas ce profil-là, malheureusement, dans cette. Enfin, en tout cas, moi, je le vois pas. Je le vois pas pour le moment. Mais après, si tu le prends au 2e ou 3e tour, c'est un peu moins grave. 3e. C'est moins grave, effectivement, clairement. Et donc moi, j'ai un très bon joueur pour moi qui peut vraiment faire le travail, c'est-à-dire blitzer et couvrir, puisqu'il peut faire le travail. C'est Drew Sanders, le joueur d'Arkansas, qui était une recrue 5 étoiles en plus, hein, donc qui était à Alabama et là il a été transféré, je crois que l'année dernière ou cette saison, je m'en souviens plus, à Arkansas, et qui fait une saison magnifique. Il y a DeMarvion Overshown aussi de Texas qui est très physique, très mobile et lui c'est plutôt le plaquage lui qui le caractérise. Un peu moins bon sur les couvertures, mais c'est en progrès, hein. Il fait de vrais progrès là-dessus. Moi j'ai un sleeper aussi de mon côté, c'est Evan Pace Jr. de Cincinnati. Lui, il est hyper vif comme garçon et franchement un 3e voire 4e tour sur lui. Je dirais pas non, en plus il vient de Cincinnati, c'est l'université de Darian Beavers. Ouais. Donc, quitte à choisir, moi j'allais plus prendre
Il se blessera pas, c'est bon. Non, mais quitte à choisir, j'irais plus prendre un mec qui plaque, tu vois, plutôt qu'un mec qui est capable de couvrir. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui nous manque pour la défense contre la course. Un mec qui prend les bons gaps, qui fait pas d'erreur d'assignation et qui attaque rapidement et qui plaque rapidement. Je pense que c'est ce dont on a besoin. Alors du coup, si on résume, et puis on va pas tarder à clôturer, mais du coup on dirait wide receiver premier tour, cornerback deuxième tour, peut-être linebacker troisième, quatrième tour. Là, si tu devais donner juste, après, plus on s'éloigne du premier tour, plus c'est difficile d'imaginer quoi que ce soit, mais un ou deux joueurs sur d'autres profils que t'aimerais voir chez les Giants, tu dirais qui ? N'importe quel poste. Bon, déjà Mais tu vois, dans les tours 4, 5, 6 plutôt. Ah, dans les tours 4, 5, 6, dommage, parce que j'allais citer un tie-end, mais ça. Non, mais c'est un vrai problème. On n'en a pas parlé, on a un peu squeezé, mais tiens, parle-nous-en rapidement, tu peux en parler. Le tie-end, si jamais les receveurs qui sont potentiellement premier tour ne conviennent pas aux New York Giants, ils peuvent se tourner vers le tie-end superstar de Notre-Dame, Michael Mayer. Parce que Michael Mayer, c'est typiquement son potentiel, c'est Travis Kelce. Je ne rigole pas en disant ça. J'espère en tout cas qu'il se présentera parce qu'il est junior, donc c'est-à-dire qu'il est très jeune. Il a 21 ans, donc il a vraiment ce potentiel type Travis Kelce, voilà, clairement. Donc lui, c'est vraiment le bonus. C'est-à-dire que si on le prend en premier tour, moi je serais satisfait. Pour vous dire la vérité. Après, voilà, 4e, 5e, 6e, 7e. Ouais, allez, donne-nous un joueur qui est pas les plus flashy, qui pourrait tomber assez bas et que t'aimerais voir chez nous. Tiens, un joueur. Ouais, alors effectivement, moi, si j'ai effectivement un joueur, encore un receveur, je vais te dire. Moi, c'est le joueur de Purdue, Charlie Jones, qui est senior. Donc, il est petit, il mesure 1m80, 82. Mais qu'est-ce qu'il va vite et surtout, dans une attaque de Purdue où le quarterback n'est pas élite, il arrive à faire des performances. Cette saison, il a réalisé seulement un match à moins de 10 réceptions, je crois, il me semble. Donc c'est un mec qui a les mains sûres et qui a vraiment progressé cette saison. Il est devenu le receveur numéro 1 d'une attaque de Purdue qui a perdu David Bell l'année dernière puisqu'il est parti chez les Browns de Cleveland. Et oui, en tant que receveur, voire numéro 2, il ferait un receveur très solide. Faut savoir que Joe Schoen, il aime bien les receveurs. Alors, il aime bien. C'est plutôt Brandon Beane, vu qu'il était l'assistant GM des Bills. Il aime bien les receveurs au 4e, 5e tour. C'est le cas d'Isaiah McKenzie, c'est le cas de Gabriel Davis. Et Charlie Jones pourrait être cet homme-là. Donc, pourquoi pas. Eh ben, écoute, très bien. Merci pour tous ces éclairages. On réécoutera le podcast dans quelques mois pour voir si tu avais vu juste sur l'un ou l'autre pic. Ce serait marrant quand même de se dire que... Ça serait rigolo. Ouais, dès maintenant, tu avais vu que tu as un joueur ou deux là. Après, 1, c'est coup de chance. 2, t'es un génie là. Non mais voilà. Et on te réinvitera avec grand plaisir pour en tout cas qui est des joueurs justement que tu es cité ou pas, mais avoir un peu ton avis sur notre futur... classe de draft 2023, ouais c'est ça, mais c'est un exercice que je trouve qui est tellement compliqué à faire d'essayer de prévoir même la veille, c'est compliqué de savoir qui va drafter qui, enfin bon, on a encore du chemin. Moi je trouve que c'est un truc dingue, c'est un truc vachement ingrat parce qu'en fait t'analyses plein de joueurs et il y en a très peu finalement qui tombent chez toi et du coup c'est un énorme boulot en sachant qu'il y en a peu qui vont payer quoi. Alors, et t'es pas GM NFL, c'est pas vraiment toi qui as le choix, donc t'analyses des joueurs, puis en fait tu subis ce qui se passe quoi. Je vais finir par une petite question. Voilà, je vous mets dans la peau d'un GM là, des Giants. Joe Schoen vous demande conseil, sans justifier parce qu'on arrive à la fin du podcast, mais là Thiergo, il y a Joe Schoen qui vient de voir et dit bon, qu'est-ce que je fais à l'intersaison avec Daniel Jones, avec Saquon Barkley? Qu'est-ce que tu lui dis? Alors déjà je lui dis va me chercher un café, puisque si je suis GM ça veut dire qu'il travaille pour moi. Non, t'es son assistant, Ah, je suis son assistant, donc c'est moi qui vais faire le café. Il dit va me chercher un café, et au passage, vu que tu m'apportes un café, qu'est-ce que tu fais avec ces deux joueurs-là? Écoute, moi, ce que je ferais, c'est... je mettrais en fait... Tu peux franchise tag, tu peux faire tout ce que tu veux. Oui, mais je mettrais en fait le franchise tag sur Daniel Jones. Parce que au final, le franchise tag, je crois que ça fera qui sera payé aux alentours de 31-32 millions pour l'année. Alors certes, c'est garanti, mais ça te donne
le temps de le revoir jouer justement une année de plus, parce que on pourrait se dire bon ok il a bien joué sous Brian Daboll cette année, mais quid de l'année prochaine. Et en fait donc voilà, je mettrai franchise tag sur Daniel Jones et je me concentrerai sur Saquon Barkley. Alors il y a eu apparemment des discussions Joe Schoen a dit qu'ils allaient vraiment regarder pendant la mi-saison pour voir qui voulait prolonger. Il a dit bah ouais Barkley, moi je discute avec lui, on s'entend bien, il a envie de rester, moi j'ai envie qu'il reste, maintenant faut qu'on discute. Et ce qui est compliqué avec Barkley, c'est qu'il a été souvent blessé et on sait très bien qu'un second contrat pour un running back, on en a rarement pour notre argent. Et donc en fait moi ce que je pense que pour Barkley, ce qu'il faudrait faire, c'est un contrat qui soit maximum de 3 ans, avec quand même pas mal de primes sur objectif, en disant bon bah t'as une base salariale qui certes n'est pas ouf, qui est pas dégueulasse non plus, mais qui est pas dans le top des running backs, mais par contre tu as la possibilité de faire partie des running backs les mieux payés si tu arrives à atteindre tel et tel objectif. Donc voilà ce que c'est intelligent, c'est malin, Thiergo. Je te félicite. Nitti, qu'est-ce que tu en penses toi? Ouais, non, pareil que Thiago, le franchise tag sur Daniel Jones, parce que voilà sa 5e année. Alors 30 millions, je ne sais pas, je crois que c'est plus 20-25 pour un quarterback, il me semble, à moins que ça ait augmenté, donc je sais plus. Après pour Saquon Barkley, ouais, une grosse prolongation de contrat. 4 ans max, mais il ne faut pas qu'il se fasse un comportement comme par exemple un Le'Veon Bell ou un autre running back qui voulait un gros contrat. Mais je pense que le même type de contrat que Derrick Henry, ça peut être intéressant pour nous déjà, parce que ça nous donnera un peu de flexibilité. Et puis on verra bien pour les autres positions, mais je pense que ce joueur-là, pour moi, c'est une mine d'or qu'on a quand même récupéré. Là cette saison en tout cas il le montre, qu'il a quand même toujours ses qualités, donc pour moi il faut pas le lâcher. Donc, voilà. Le franchise tag cette année c'était 29 millions, donc a priori on devrait être au-dessus de 30 millions. Ah oui, 30. Donc 30-31 millions. Et pour un running back, le franchise tag en 2022 c'était 9 millions. Si jamais on voulait mettre le franchise tag sur Saquon Barkley, sachant que si on regarde, tu parlais de Derrick Henry, là je suis en train de regarder les chiffres. Derrick Henry il est sur un contrat de 12,5 millions par an, et le running back le mieux payé c'est Christian McCaffrey avec 16 millions par an. Donc ça veut dire qu'on pourrait s'attendre. Aujourd'hui Saquon Barkley est à un contrat, il est à 7,7 millions. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'il ait un contrat aux alentours de 10-12 millions à l'année. Comme ça. Je suis pas sûr qu'il demande aussi peu. Je pense qu'il demandera. Ah non, il demandera plus. Je pense que s'il est intelligent, il va dire mais moi je veux faire partie des running backs les mieux payés, et il demandera 15-16 millions. Mais est-ce que Joe Schoen ira mettre 15-16 millions sur Saquon Barkley, sachant qu'il a un passif de blessure, sachant qu'il sort seulement d'une saison qui est vraiment productive et qui est encore en cours? C'est pas évident. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci messieurs pour ces belles réflexions. On va s'arrêter là. C'était très instructif. On a parlé plein de choses. Merci Nitti d'être passé. J'espère que ça t'a fait plaisir. Ouais, merci, c'était cool avec nous. Merci à vous, et puis à avril prochain peut-être alors. Yes, on refera ça roule. Merci Thiergo d'avoir participé comme d'habitude à ce podcast, et on vous dit... On n'a pas parlé du match contre les Texans. Juste, c'est quand le match? C'est à 19h? Je suis en train de me dire, on n'a pas parlé du match, mais de quel match il me parle? Du match qui va venir. Oui, ouais, bah écoute, le match... Giants-Texans à 19h, c'est ça je crois. Exactement, tout à fait. On va... 19h, oui. Et à la maison. Voilà, c'est match à domicile. On va le gagner celui-là, et on sera à 7-2 et ce sera magnifique. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Voilà. J'espère. Non, pour le coup, c'est vraiment un match où je vais être stressé parce que j'ai vraiment envie qu'on le gagne celui-là. Autant il y en a certains, je me dis bon, si on perd, c'est pas grave. Autant celui-là, j'ai vraiment envie qu'on le gagne. Donc on verra bien. C'est un must-win. C'est un must-win, complètement. On en reparlera la semaine prochaine. Allez, merci à tous d'avoir suivi. On vous dit à la semaine prochaine sur Only a John Podcast. À plus tout le monde. Ciao. Salut à tous.